Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue en Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Made in Est tous les mercredis à 12h30. On est ensemble, si vous le voulez bien, pendant 30 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment de l'émission à nos invités qui vous feront une joie d'y répondre. Vous avez le chat à côté de cette vidéo pour vous poser vos questions. Nous ferons la malle à la fin de cette émission et c'est pas une blague, on va vraiment recevoir la startup Se faire la malle pour la rubrique Money Time. Mais avant cela, c'est le talk de ce live startup. Un talk consacré cette semaine aux Media for Equity, une nouvelle forme de financement des startups par les grands groupes médias en échange d'espaces publicitaires. On va voir comment ça marche et comment ça fonctionne avec Christophe Montague. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous avez été banquier d'affaires pendant 5 ans. Vous avez été également dans les médias pendant 15 ans, notamment à la tête de Énergie Internationale. Vous avez implanté Énergie en Allemagne. Dans plein de pays, oui. Dans plein de pays, notamment l'Allemagne, voilà, c'est vrai. Et si on mixe vos deux casquettes, en fait, ça donne vraiment le Media for Equity. Et vous avez donc tout naturellement créé en 2012 5M Ventures, qui se définit comme le pionnier en France du Media for Equity, c'est ça ? Oui, en fait, dans l'expérience chez Énergie, j'étais souvent en Allemagne et j'ai découvert tout un écosystème. Il y a 300 millions d'euros qui ont été investis en Media for Equity l'année dernière, donc un gros écosystème autour de groupes de télévision, d'affichage, de presse et de radio, et qui ont permis de développer beaucoup de startups. Et je me suis dit, est-ce que ça existe en France? Ça n'existait pas en France. Pas encore, et je l'ai implanté comme ça. Sur ce plateau également, Aïcha Mansouri, la cofondatrice de Kitchen Trotter. Bonjour Aïcha. Bonjour Kevin. Alors si on veut résumer Kitchen Trotter, c'est également un mix en fait entre les food box, les box de nourriture qu'on se fait livrer tous les mois, et les paniers frais, avec une particularité, c'est que vous êtes spécialisé dans la cuisine du monde, c'est-à-dire que vous faites voyager vos clients depuis leur cuisine. Exactement, on est un peu entre les deux, on fait des kits de cuisine, on est basé sur le modèle e-commerce par abonnement, mais on n'envoie pas d'échantillons. Alors, et vous, pourquoi vous venez vous parler de Media for Equity, c'est que l'Express Ventures, un autre grand fonds en France du domaine, a investi dans votre entreprise. Vous allez nous expliquer justement en quoi consiste cet investissement, c'est tout le thème de cette émission. Je rappelle que vous pouvez interagir à tout moment de l'émission. Vous avez la parole, donc prenez-la. On est là pendant 30 minutes. Christophe, je vais commencer avec vous. C'est quoi tout d'abord le Media for Equity? On a Rwanda qui nous pose la question. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un véhicule d'investissement qui est destiné aux startups B2C. Startups B2C qui ont entre 1 et 5 ans d'âge. Ouais. Le problème principal, c'est que si on veut développer ces startups et gagner des clients, il faut communiquer. Communiquer et susciter aussi le besoin, ce qu'on appelle le branding, en fait, créer des marques et susciter un besoin par rapport à sa marque ou ses produits. Et pour ça, il faut des moyens de communication assez puissants. Et généralement, en France, peu de fonds d'investissement ou en Europe sont prêts à financer ces moyens d'investissement. C'est pour ça que s'est développée l'idée du Media for Equity. C'est des groupes de médias qui mettent à la disposition de startups des campagnes de communication puissantes, monomédia ou plurimédia. Et au lieu que les startups les paient en cash, elles les paient en actions. Donc c'est une forme d'économie collaborative entre des gros groupes de médias et les startups. Alors c'est, comme on le disait, ça n'existe pas vraiment en France. Enfin, vous faites que ça existe, mais bon, c'est encore balbutiant. Non, vous êtes précurseur. En pleine expansion. Voilà, excusez-moi. Par contre, en Allemagne, dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui est très répandu. Comment est-ce que vous expliquez cette différence culturelle? Alors, ayant vécu très longtemps en Allemagne, j'ai vécu 13 ans en Allemagne, je pense que les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques et les Suédois encore plus pragmatiques que d'autres pays dans l'Europe du Sud. Il n'y a pas de thèse ou de théorie, c'est juste la pratique. Si on veut faire du business, on utilise nos moyens pour faire du business. Et j'ai découvert le Media for Equity à travers les frères Zamver, bizarrement. Oliver Zamver, un des 3 frères, m'avait approché en 2009 pour proposer un deal de Media for Equity avec un groupe de télévision qui s'appelle le groupe Rosim. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout l'écosystème du Media for Equity et tous les gens sont devenus des copains en fait. Alors Aïcha, pour votre part, comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette nouvelle forme de financement? Alors nous on a découvert le Media Equity dans le cadre de notre première augmentation des capitales. Ouais. L'essentiel de la levée de fonds était destiné uniquement à communiquer parce que pour une jeune entreprise avancée, c'est surtout acquérir des clients. Et c'est un peu comme ça qu'on a découvert le Media for Equity. Donc avec l'Express Ventures, on a été la première entreprise à rentrer dedans. On a fait le pari de se dire, c'était un calcul pragmatique, de se dire ça va nous aider à augmenter
augmenter notre parc de clients et notre notoriété. Et c'est un peu comme ça que c'est parti. Et pourquoi ce choix par rapport à des investisseurs plus classiques c'est le pragmatisme, ça? En fait, on avait le choix entre prendre de l'argent et aller le dépenser dans des médias que nous aurons choisis, ou prendre de l'argent et aller le dépenser sur des médias qui nous auront coûté beaucoup, beaucoup moins cher que si on avait approché ces médias nous-mêmes. Donc, on a fait le deuxième choix en se disant, on a un plan média qui est sûr, sur lequel on peut faire plein de tests en ayant l'esprit vraiment serein par rapport à ça et qui a un coût vraiment optimal par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Donc, c'était vraiment sur cet avantage-là qu'on est parti au départ. Au final, on s'est rendu compte que s'associer à un autre groupe, ça avait d'autres apports, mais qu'on a découvert avec la pratique. Émission, alors avant de prendre les questions des internautes, il y en a déjà beaucoup. On va essayer de voir comment ça marche concrètement avec vous, Christophe. Quelles sont les grandes différences avec un fonds d'investissement classique? Est-ce que vous fonctionnez de la même manière? Vous recevez des dossiers, vous regardez des entrepreneurs, des pitchs, etc. Comment ça se passe concrètement? En fait, on doit recevoir à peu près une quinzaine de dossiers par semaine. Après, le nombre de dossiers qualifiés est moindre. Et on sélectionne. Vous avez déjà investi dans 3 startups? Deux startups, mais on est en passe d'investir dans 2 startups complémentaires. Et en fait, ce qu'on a calé, c'est des plans de communication test pour ces startups, pour voir si entre la startup et son marché potentiel, il y a une synergie. On l'a fait pour prendre exemple pour JobBoardMe et pour YouBooks. Et pour JobBoardMe, pour prendre des métriques, JobBoardMe, c'est une application mobile qui permet de recruter ou de voir les jobs à proximité, ce qui est vraiment très innovant et qui correspond vraiment à des grands problèmes de notre société. Et YouBooks, c'est un Spotify du livre qui est vraiment très très bien fait. Je vous conseille de les voir. et donc, on a fait, pour prendre l'exemple de JobBoardMe, une campagne test JobBoardMe sur 20 minutes et sur Clear Channel, donc l'affichage et la presse gratuite. Clear Channel, c'est les affichages publics les affichages qui sont en centres commerciaux ou à l'extérieur, ou dans le métro, dans un métro ou sur des bus. Et donc on a fait des campagnes tests. Et dans le cadre de ces campagnes tests, JobBoardMe a réussi à accélérer les téléchargements de son application et a réussi à gagner les clients B2B beaucoup plus rapidement, des appels entrants de clients B2B. Et donc, ils ont refinancé la campagne de communication après 2 semaines, en fait, grosso modo. Quelles sont les considérations que vous prenez en compte dans votre stratégie d'investissement? Est-ce que le business model de la start-up et la convergence avec les médias qui sont partenaires avec 5e Venture entre en compte aussi? En fait, les médias que nous avons comme partenaires sont des médias qui sont vraiment du mass média, enfin des médias vraiment très impactants. Donc, 20 minutes, Clear Channel. Clear Channel, il y en a d'autres avec qui on discute actuellement et qui devraient nous rejoindre. Et l'objectif, c'est de voir si on a des startups qui ne sont pas en adéquation avec la cible de ces médias. C'est pas intéressant tant pour la startup que pour les médias. Donc si c'est une startup qui fait du matériel de plongée par exemple vendu online, faire la pub sur 20 minutes ou sur Clear Channel ou sur d'autres médias ne sera pas suffisamment impactant. Deuxième considération, il faut quand même qu'il y ait une certaine expérience du marketing de l'équipe dirigeante. On peut l'aider beaucoup, ça c'est sûr, mais il faut quand même qu'ils comprennent la façon de faire de la communication, trouver un message impactant. Parce que si le message n'est pas impactant, la campagne, avec les meilleurs supports que vous mettez à disposition, ne sera pas impactante. Et donc c'est un travail en commun où les groupes de médias aident aussi d'ailleurs, puisqu'ils ont des départements internes qui font la création sur 20 minutes ou sur Clear Channel. Ils ont des gens très innovants en interne qui réfléchissent aussi comment pousser la start-up. Et dans ce cadre-là, voilà une réflexion commune sur comment faire de cette campagne un succès. Alors, on va prendre quelques questions d'internautes. Sébastien de Nantes nous demande comment intégrer le Media for Equity dans son business model. Alors, c'est peut-être pour Aïcha, comment est-ce que ça s'est passé avec l'Express? C'est vraiment dans le plan de communication. Pour acquérir notre objectif en termes de clients, on doit dépenser un certain montant sur différents canaux d'acquisition. Par exemple, dans notre cas, l'Express Venture, c'était du offline, mais il y avait aussi du online avec du display et de l'emailing. Donc, c'était vraiment une répartition qui s'est faite comme ça. Et après, c'est exactement ce qu'on disait, c'est en fonction de la cible, c'est un groupe qui correspondait à notre cible. On savait qu'on avait déjà beaucoup de trafic qui venait de leur support. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a inclus ça dans notre plan de communication et donc dans notre levée de fonds. Amine nous demande, une communication importante ou buzz tiré du Media for Equity pourrait-il être fatal à la start-up au départ dans la mesure où elle pourrait ne pas avoir ne pas pouvoir faire face à la quantité de demandes? Ça, c'est un point crucial dans l'analyse qu'ont fait les startups. Mon associé, Steve Louzoun, du conseil, l'analyse des sociétés, et moi, je viens de la banque d'affaires et des médias. Et notre focus par rapport à ça, c'est de ne pas investir dans une société
qui risque de s'écrouler après le premier plan de communication. Donc, si c'est du e-commerce, il faut que tous les centres de logistique soient bien calés. Si c'est de l'offre dématérialisée, style comparateur ou des choses comme ça, ou covoiturage ou des choses comme ça, ben, il faut aussi que la société soit capable de gérer ce plan de communication au niveau de informatique. Donc ça, vous regardez un petit peu quelle est la scalabilité en fait, de la start-up et surtout quelle est quels sont les fondamentaux, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut quand même un certain degré de maturité de la start-up par rapport à ça, qui est une première traction, un certain nombre de clients initiaux au départ, parce qu'elle peut caler la communication et l'impact de la communication sur son business model ou sur son fonctionnement, parce que si elle ne peut pas le caler, elle va cracher. Et c'est dans l'intérêt de personne. De toute façon, avec Media Equity, au sein de Media Equity, dans toute start-up qui a une croissance exponentielle, à un moment, un virage où on se retrouve un peu en surcharge qui a à gérer et qui fait partie de la vie de la start-up. Donc, vous l'avez senti, vous, entre le passage avant l'Express et après? Nous, en fait, on a cumulé la levée de fonds avec l'Express et on a lancé l'Express en même temps que le lancement de l'investissement sur les plans de communication. Donc, oui. C'est difficile de savoir d'où vient. En tout cas, sur les 2 derniers mois, on était vraiment en crise de croissance. On s'est retrouvé avec. On a doublé, triplé notre parc de clients. C'est un problème de riche, mais c'est vrai que si on double, triple le nombre de clients en un mois et qu'on n'arrive pas à gérer les demandes de ces clients, on s'est retrouvé en rupture de stock à plusieurs reprises. Il y avait beaucoup de messages clients à gérer. Ça peut créer du bad buzz sur Internet et c'est très viral et ça peut aller très rapidement. Donc il faut vraiment être prêt à gérer la situation pour réagir assez rapidement. Je reviens un petit peu sur la. Alors c'est marrant, vous avez justement levé des fonds à côté de la levée de la pub, on va dire, levée de pub. Est-ce que les fonctionnalités, est-ce que ça s'est passé de la même manière, les 2 types de levée de fonds, entre guillemets? Le média sur For Equity a été calé sur notre valorisation pour la levée de fonds. Donc nous, ça nous arrangeait de tout faire d'un coup pour pas réavoir. Mais après, c'était des modalités un peu techniques pour comment est-ce qu'on représente ça dans le capital qui étaient un petit peu différentes. Mais globalement, c'est une question d'ailleurs alors c'est peut-être un des points d'ombre du Media For Equity, c'est comment est-ce qu'on estime les espaces publicitaires des grands groupes médias, sachant que généralement les espaces ne se valent tous pas et aussi il y a des grandes différenciations de prix. Il y a souvent les médias vendent souvent avec des réductions de 50 à 70%. Comment est-ce qu'on estime ça, Christophe et Aïcha? Alors, en fait, il y a des systèmes très simples pour le faire. Les groupes de médias qui sont partenaires sont incités à le faire. Ils le font naturellement, donnent des super conditions. Mais la startup aussi le fait revalider par des gens qui sont spécialisés d'achat d'espace, qui permettent de revalider ça et de bien vérifier que ce sont des conditions extraordinaires ou de très bonnes conditions par rapport aux conditions de marché. Vous, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que l'Express s'engage à faire pour Kitchen Trotter? En fait, concrètement, à partir du moment où on est OK pour avancer ensemble, l'Express va nous dire voilà notre grille de tarifs. Sur cette grille-là, on va retrouver les prix bruts qui sont appliqués aux clients de manière générale et les prix qui nous sont proposés à nous avec les réductions qui sont dedans. Et de dire sur 1 an ou 1 an et demi, vous pourrez cumuler tel nombre de prestations en fonction de ces prix-là. Donc après, nous, c'était un groupe avec lequel on avait déjà travaillé, on connaissait déjà les prix, donc c'était assez facile pour nous de vérifier la véracité des informations. On n'a pas forcément fait appel à quelqu'un pour vérifier ça et en fonction de ça, si les prix et les réductions consenties nous convenaient, c'était un deal qui était gagnant pour tout le monde. Alors on va essayer de prendre beaucoup plus de questions d'internautes maintenant. Adrien nous pose la question, quels sont les médias en France qui y participent? Alors c'est comme on disait, ça débute, donc 20 minutes, Clear Channel, l'Express et tout le groupe l'Express Roularta. Il y a TF1 et M6 qui se sont lancés un peu avec Mr Good Deal, mais c'était il y a quelques années. Alors, il y a 2 visions par rapport à ça. Il y a la vision j'investis dans les startups pour les contrôler à terme. Donc, c'est presque une sortie de capital, enfin une sortie déjà. Et la vision de l'accélérateur, en fait. La vision que défend en tout cas 5M Ventures, et je pense que c'est la même pour l'Express Venture, ce sont des visions d'accélérateur. On aide les startups à se développer plus rapidement. Et, vous avez une volonté de sortir à quoi, 5-8 ans comme les fonds traditionnels? Même plus rapidement si possible, puisque en fait, tous les fonds de Media For Equity se monétisent à la sortie. Donc, importance de sortir dans un horizon de 2 à 3 ans. Et pour ça, on peut mettre différents instruments à la disposition des startups, soit rentrer en capital, et aussi en obligation convertible, ce qui peut permettre aussi, dans ce cas, dans une valorisation qui monte rapidement, de faire gagner tout le monde.
Quand vous dites investir au capital, généralement, c'est quoi? C'est entre 10 et 20% maximum, hein, c'est pas très… Ça dépend vraiment de la maturité de la société, des tailles de campagne. Deux sociétés dans lesquelles vous avez investi? On peut monter jusqu'à 20% dans un cas, en tout cas. Et dans d'autres cas, qu'on négocie jusqu'à 30% du capital approximativement. Vous voyez, c'était combien à peu près? C'est beaucoup plus faible. Alors nous, en fait, on avait un business plan qui était très précis dans le cadre de notre levée. On savait exactement ce qu'on voulait investir en communication, exactement ce qu'on voulait mettre en Media for Equity. Et du coup, on était plus autour des 5%. Et on pensait que c'était intéressant parce que pour le coup, nous, on est parti avec l'Express Ventures. Donc c'est un groupe précis. Mais on avait besoin aussi d'aller sur d'autres médias qui étaient différents de l'Express. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de pas prendre l'essentiel de notre… Tous les œufs dans le même panier. Exactement. C'est pour ça que c'est difficile de donner un pourcentage exact. Ça peut aller de 1 à 25%. Ça dépend, ça dépend de la maturité de la société. C'est une société qui a 5 ans d'âge, qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, ça sera peut-être du 1%. C'est une société qui a 1 an et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça sera peut-être du 15% ou du 5%. C'est vraiment compliqué à calculer. Amine, encore lui, nous demande, pourrait-on décrocher un Media Equity en allant démarcher directement une radio, par exemple? Est-ce qu'on peut aller toquer à la porte d'Europe 1 ou de RTL, il faut que j'en cite 3, France Info, pour avoir du… financement? C'est un peu compliqué parce qu'il faut déjà les sensibiliser au modèle, trouver les bons interlocuteurs. Donc ça demande quand même une bonne gestion pour mettre ça en place à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'en occupent. Il y a de l'administratif derrière aussi. Donc à mon avis, à moins que le groupe soit déjà consentant pour faire du Media for Equity, je ne dis pas que c'est impossible, c'est bien sûr possible. En Allemagne, c'est compliqué. Il y a des… est-ce que tous les groupes ont leur cellule Media for Equity ou comment ça se passe? En fait, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a les acteurs allemands du Media for Equity qui sont chez nous actionnaires. Donc on a vraiment une liaison très forte avec l'écosystème allemand et d'ailleurs on réfléchit quand on investit dans une start-up, est-ce qu'elle peut se développer en Allemagne par la suite? C'est vraiment un élément important dans l'internationalisation des start-up. On a un réseau de relations, j'étais membre du board de l'association des régies publicitaires radio-télévision européenne. S'il faut aider les start-up à se développer sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne, on peut aider aussi. Le fonds qui est l'équivalent d'une autre, qui s'appelle German Media Pool, a le principal groupe de radio, 2 chaînes de télévision et le deuxième groupe d'affichage, de coup Allemagne, comme partenaire. Donc en fait, les grands groupes ont des cellules, peut-être la télévision peut avoir des cellules internes qui peuvent mettre en place pour ça, mais tous les groupes intermédiaires en dessous de TF1 et de M6, en général, n'ont pas les moyens de faire ça, c'est trop compliqué et ça demande vraiment des esprits à la fois financiers, de connaissances de start-up et de médias pour faire ça. Antoine nous demande, est-ce une opportunité de revenus intéressante pour les médias? Alors la question aussi qui se pose, c'est quel intérêt pour les médias de faire ça? Alors pour les médias, il y a un intérêt qui est double en fait. Double. D'abord, monétiser de l'espace qu'ils auraient vendu pas aussi bien ou pas vendu. Des fois, pas aussi bien parce que je parle de la qualité de la start-up, bien évidemment. Deuxièmement, leur intérêt, c'est de faire de la start-up un jour ou un autre un vrai client qui paiera ses campagnes en cash. Pas vocation à prendre 90% du capital en faisant systématiquement du Media for Equity. Donc, en fait, d'aider la start-up à se développer rapidement. Et si elle se développe, elle lèvera plus facilement des fonds. Si elle se lève plus facilement des fonds, elle se développe encore plus vite. Et elle deviendra à un moment ou à un autre un client récurrent de la régie publicitaire parce qu'elle aura montré la qualité de l'espace qu'elle a mis à la disposition de la start-up. Sans compter, je pense que dans le cas de vente de start-up, ça peut être de jolies sorties et que ça peut être de source de revenus sur un marché qui peut être un peu en déclin en ce moment. Diversification des revenus des médias qui en ont besoin. Sébastien nous demande, est-ce que le Media for Equity est national et one shot ou est-ce qu'on peut être dans une relation sur le long terme et ciblée? Alors on a dit que c'était 2-3 ans généralement, est-ce que ça peut aller plus loin et dans d'autres, est-ce qu'il peut y avoir des fonds clairement en monnaie sonnante et trébuchante? Alors d'abord sur le one shot, en fait ce qu'on fait nous, on fait des campagnes tests pour tester le Media for Equity, l'adéquation entre la startup et le Media for Equity, et après on peut faire des investissements beaucoup plus importants, sur une période plus longue. Deuxièmement, on peut faire des marchés tests aussi par rapport au Media for Equity. Il faut que le marché soit suffisamment important, mais on a fait des campagnes tests sur Lyon par exemple, et on en fait là actuellement, on en prépare sur Paris. Donc il y a la capacité de géolocaliser sur certains supports publicitaires les campagnes tests. Sur la télévision c'est plus difficile, sur la radio ça dépendra des radios, sur l'affichage c'est tout à fait possible, et sur 20 minutes aussi, c'est tout à fait possible. Vous avec l'Express, est-ce que, comment ça se… En fait, nous, on était la première entreprise à rentrer dans l'Express, donc en fait, c'était… Vous avez un peu essuyé les plâtres. Non, c'est pas ça. En gros, on décidait avec eux de ce qu'on voulait faire. Eux entendaient notre besoin et en fonction de ça, allaient aussi s'adapter et nous faire des propositions qui allaient dans ce sens. Donc nous, par exemple, on est allé sur un plan qui était d'environ 1 an et demi à 2 ans, où nous, on a fait le choix dès le départ de dire, bon, sur la première année, on va tester tel média, et à partir du moment où on a terminé la première année, on saura quels sont les meilleurs créneaux d'acquisition pour nous et du coup on garde la grille de tarifs et le reste de ce qui de cash qui nous reste chez vous pour l'utiliser comme on veut. Mais après la durée elle est vraiment flexible. Mais en tout cas sur l'Express Venture c'est plus entre 1 an et 2 ans que sur du 5 ans, mais c'est pas du one shot. Jacques nous demande quel est l'intérêt pour les médias d'offrir des réductions sans contrepartie, plus de volume.
on revient un peu de répondre à cette question. Sans contrepartie, non, ils sont quand même partie prenante de la start-up. Est-ce que, pour rebondir, vous en parliez tout d'abord au début de cette émission, est-ce qu'il y a d'autres choses que des simples espaces publicitaires en échange, en contrepartie ? Est-ce qu'il y a un conseil comme d'autres fonds d'investissement plus classiques? Nous, pour le coup, c'était, on a fait ça uniquement pour les médias au départ. Ouais. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies business à faire avec les groupes de presse. Et on s'en est rapidement rendu compte. Et de par le fait qu'ils étaient actionnaires chez nous, c'était beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, par exemple, on a fait une box pour Zest, qui était un magazine de cuisine chez eux. Mais surtout, et enfin, ça nous a donné énormément de crédibilité sur le marché. Parce que quand on est une start-up, une jeune start-up, qu'on a moins qu'un an, une grande marque est beaucoup plus frileuse pour travailler avec nous que si on arrive en disant on a l'Express Roularta qui est derrière, qui est un groupe quand même assez gros et reconnu, et ça nous a vraiment aidé à avancer. Donc par exemple, on a fait un premier deal avec l'Express qui nous a donné suffisamment de crédibilité pour travailler également avec Prisma Media. Même si de prime abord, ce qui nous faisait peur, c'était de se dire on est associé à un groupe de presse, est-ce que ça ne va pas nous fermer les portes sur les autres médias qui existent? Mais pas du tout, en fait, ça nous a servi en gros de garantie chez eux. D'ailleurs, c'est un retour que j'ai de Job Around Me et de YouBooks, c'est que le fait d'avoir travaillé avec des groupes de médias à travers 5M Venture a crédibilisé beaucoup leur levée de fonds, même si les métriques étaient très bonnes pour ces deux boîtes, et il a permis de lever plus d'argent qu'ils avaient prévu au départ. Donc pour Job Around Me, par exemple, il y a des gens comme Olivier Mathieu ou Laurent Benamou qui sont dans le capital. Et c'est vrai que le fait que 20 minutes et que la Channel à travers nous soient intéressés à cette start-up a permis de lever beaucoup plus facilement des fonds. Marlène, y a-t-il un risque ? Il y a un risque si on ne regarde pas suffisamment les données avant de partir, si on part en association avec un groupe qui n'a pas la bonne cible pour nous, à ce moment-là, on aura beau communiquer, ça ne sert à rien parce qu'on communique auprès des mauvaises personnes. Donc c'est plus là-dessus, mais après pour tout le reste, c'est assez contractuel et clair et on sait très bien où est-ce qu'on met les pieds. Le seul risque opérationnel, c'est la qualité de la communication. Si les startups ont un message publicitaire qui n'est pas compris ou pas clair ou pas impactant, là par contre, vous avez des mauvaises surprises. Par exemple, ça fait partie des apports qu'on a eus. L'Express peut nous aider là-dessus, peut nous donner des conseils en nous disant est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, mais aussi nous aider dans notre quotidien. Par exemple, on a retravaillé notre site internet. Eux ont énormément de photographes culinaires disponibles sur place. Nous, ça nous coûte extrêmement cher de faire appel à eux. Dans la mesure où ils sont investisseurs au final chez nous, on peut prendre le téléphone et dire on a une problématique, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Donc Jean-Pierre a une vision un peu plus prospective. Et demain, est-ce que le Media for Equity deviendra en France une démarche systématique pour les startups? Il est en Allemagne en tout cas. Il est en Allemagne quand on rencontre des startups. Vous disiez 300 millions d'euros, c'est ça le marché investi, la source, c'est le groupe de télévision allemand ProSieben, ont été investis l'année dernière et tendance en forte croissance. Donc ça va devenir un créneau de marché colossal. 300 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Et on pense qu'en France, on est à quoi? On est à 5, c'est ça actuellement? On est au balbutiement pour l'instant. Mais je pense que ce marché a vocation à terme à atteindre des niveaux en termes de pourcentage de la publicité investie chaque année, équivalent à celui de l'Allemagne. Amine, toujours lui, j'ai l'impression qu'il est très intéressé par le Media for Equity. Quels sont les domaines d'activité qui sont les plus en adéquation avec le Media for Equity? Alors vous disiez, c'est que du B2C, c'est ça? Alors B2C, C2C ou B2B2C, avec 3 domaines d'activité. Je pense que tout ce qui est offre dématérialisée, en tout cas, c'est un domaine naturel pour le Media for Equity. Deuxièmement, tout ce qui est e-commerce, y compris ce qui est box. Et troisièmement, tout ce qui est produit innovant. J'ai un exemple que j'aime bien citer parce que ça fait réfléchir beaucoup de personnes, mais si quelqu'un inventait le produit anti-ronflement qui marche vraiment, je pense qu'il y aurait un marché colossal et pour nous ce serait un investissement naturel. Très bien. Une dernière question, alors c'est le journaliste qui parle d'un point de vue déontologique. Par exemple, si je suis journaliste à l'Express et que forcément mes écrits sur Kitchen Trotter n'auront peut-être pas la même valeur pour les lecteurs, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce risque de conflit d'intérêts entre le journalisme et la communication et l'investissement dans une start-up? Moi, je suis passée par l'édition avant de monter Kitchen Trotter, donc je connais un peu le milieu. C'est très difficile d'influencer des journalistes sur ce qu'ils écrivent. Il y a la communication et il y a les articles et le rédactionnel. Et entre là, il y a une grosse différence et on ne pourra jamais influencer un journaliste pour écrire un sujet ou un autre. Et après, pour le coup, il y a très très peu de consommateurs qui vont être au courant du fait que cette entreprise a fait du Media for Equity. Ils ne vont pas aller chercher ça. Ce qui les intéresse, c'est le produit, l'entreprise en elle-même, mais pas forcément où est-ce qu'ils sont allés chercher leur financement. On a vu à l'écran s'afficher votre site Kitchen Trotter pour que les internautes puissent voir à quoi ça ressemble. Marjorie nous demande, Décideur TV fait-il du Media for Equity? Non, pas encore.
On va passer maintenant à la rubrique Money Time à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est Se faire la malle qui vient nous parler de sa start-up. Money Time, c'est la rubrique des entrepreneurs qui viennent présenter leurs jeunes start-up. Et aujourd'hui, c'est David Imbert, le cofondateur de Se faire la malle, qui s'y colle. Bonjour David. Bonjour Kevin. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Se faire la malle? On a une belle malle d'ailleurs sur le plateau. Voilà, j'ai amené la malle. Alors, sefairlamalle.com, c'est une boutique en ligne de prêt-à-porter et accessoires prêt-à-porter pour femmes et hommes de marques françaises, où en fait on bouscule l'achat vestimentaire sur internet, puisque au lieu d'avoir un catalogue complet d'articles sur le site, on va partir du client, mieux le connaître, lui demander ses mensurations, ses goûts, son style, ses envies du moment, pour pouvoir lui proposer une sélection d'articles qui correspondent parfaitement à ses attentes, à sa taille. Donc du coup on lisse tous les problèmes de taille entre une marque et une autre par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'il a cette sélection, on l'accompagne encore pour lui proposer d'essayer ses articles chez lui, confortablement installé dans son dressing, avec des articles qu'il a déjà, pendant 7 jours. Et au bout des 7 jours, il règle ce qu'il a aimé, et ce qu'il n'a pas aimé, il le renvoie à sefairlamalle.com. D'accord. Donc en fait, on remplit un questionnaire sur Se faire la malle, oui. Et après on a on choisit ou on ne choisit pas, alors, vous vous occupez de... Après on a une sélection, qui est donc un algorithme assez technique, où il y a une sélection qui apparaît. Si par exemple j'ai le même style que Christophe, mais j'ai pas la même taille, je vais peut-être pas avoir les mêmes articles, parce qu'il y a des articles qui sont en S, d'autres qui ne le sont pas. Et donc il peut choisir lui-même, ou l'internaute peut demander à la styliste de choisir pour lui, parce qu'il n'a pas de temps, ou il ne sait pas quoi choisir, ou il a déjà une tenue pour un événement comme un mariage, mais il ne sait pas quel nœud papillon choisir. Et dans ce cas-là, il peut demander à la styliste de choisir pour lui, et il va recevoir une manne surprise. Le besoin auquel vous répondez, vous dites si je me trompe, c'est toutes ces personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui ne savent pas dans un magasin ce qu'ils veulent et qui ont besoin de... Limite qu'on leur propose quelque chose à leur place. Exactement, c'est ça. Ou vous n'avez peut-être pas envie de passer votre samedi matin dans les magasins, vous avez peut-être plutôt envie de le passer en famille ou entre amis. Et donc on propose de livrer à domicile ou au bureau pendant la semaine une malle, et vous avez 7 jours pour essayer. Ça vient d'où l'idée d'ailleurs? Alors vous êtes originaire de Lyon, c'est ça? Originaire de Lyon. Alors l'idée vient principalement d'un centre commercial qui s'est monté à Lyon, La Confluence, où on retrouve les grandes chaînes internationales et donc les mêmes articles que les autres centres commerciaux à Lyon. Et on a un vivier de marques françaises qui existent, qui font des produits de qualité, mais qui ne sont pas assez visibles, qui n'ont pas assez de budget de communication ou de moyens pour communiquer auprès du grand public. Et je trouvais ça dommage d'avoir... je trouvais qu'il manquait une proposition de valeur aux clients. Et que voilà, l'idée de se retrouver dans une soirée avec la même chemise que son voisin, ou pour une fille avec la même robe que sa voisine, c'est toujours un peu frustrant. Alors une question rapidement de Sébastien, quel est votre positionnement, Hugo Boss ou H&M? Alors ni l'un ni l'autre, on est plutôt milieu haut de gamme. Pas H&M parce que c'est assez difficile pour une marque française de vivre en France, pas forcément de produire, mais de vivre en France avec des produits bas de gamme. Et on préfère s'adresser à tout le monde, donc le haut de gamme est assez compliqué aussi. Alors est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Aïcha, Christophe? Peut-être qu'on peut ouvrir la malle, elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en gros, aujourd'hui, pour aller dans un magasin et se payer les services d'un shopper, ça coûte très cher. Mais là, au final, on a un shopper un peu dématérialisé qu'on n'a pas en face, mais qui va nous aider à retrouver ce qu'on cherche. Voilà. Un petit nœud papillon, par exemple. Je parlais du mariage, un petit nœud papillon. J'aurais dû le mettre. Ou pour ceux qui adorent le voyage et qui ont toujours, par exemple, c'est une marque qui m'a très marqué, enfin qui m'a beaucoup marqué. On a toujours eu envie, dans des avions, de partir avec la ceinture. Il y a une marque, Saibend en France, là, qui fait des ceintures d'avion. Donc il y a ce format en 48 mm ou un format plus petit. Voilà, on a des marques comme alors je viens de demander quelle est la fourchette de prix, par exemple, pour un nœud papillon ou pour une ceinture. Alors la ceinture, donc là c'est l'Essonne en ce moment, donc la ceinture est à 26 € et quelques.
Mais d'habitude, elle est à 32 €. Et un nœud papillon, on a plusieurs marques, donc ça va de 30 à 60 € selon la marque et selon le nœud papillon, parce qu'il y a des tissus qui sont parfois un petit peu plus chers que d'autres. Adrien nous pose la question, à quoi sert la ceinture après l'avion? En fait, c'est une ceinture pour un pantalon. Hein, oui, c'est une ceinture pour un pantalon. Effectivement, c'est pas juste pour l'avion, pour tromper l'hôtesse. Voilà. Mais il y a d'autres, il y a des pantalons, des polos, des chemises. Est-ce qu'on paye la livraison, nous demande Amine? Non, justement, le service apporté est gratuit. On est sur des prix magasins ou prix internet, si on compare par rapport à internet. Et la livraison est gratuite au-delà de 100 € d'achat, mais aujourd'hui pour 100 € d'achat on a quand même 1 ou 2 articles, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir 10. Et toutes les livraisons se font en main propre, donc le service est compris. Partout en France, hors Corse, mais toute France métropolitaine. Et si je reçois ma malle et qu'il n'y a rien qui me plaît et que je veux la retourner? Pour envoyer tout. Et vous ne payez rien? Et non, vous ne payez rien, vous le mettez dans un point relais, il n'y a rien à payer. C'est top ça. Le retour est gratuit. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il y aura un coup de fil de la styliste pour recalibrer un petit peu le style. Parce que ça ne nous plaît pas d'avoir des malles qui sont retournées pleines. Forcément. Très bien. Est-ce que vous avez une annonce à passer, un besoin de financement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Un besoin de financement, parce qu'une start-up a toujours besoin de se développer commercialement. D'aller vite. D'aller vite, d'aller chercher des clients. Donc effectivement, on recherche des financements pour ce développement commercial qui passera par des compétences humaines à l'intérieur de la société, je pense techniquement, mais aussi en styliste. Et puis un besoin en financement pour l'aspect technique, pour améliorer le site. De quelle ordre environ, si vous avez déjà estimé un peu? Entre 200 et 250 000 €. Très bien. Antoine nous demande, est-ce que vous recrutez? Alors pour l'instant, des stages de moins de 2 mois, oui. Après la levée de fonds. Après la levée de fonds, avec grand plaisir. Très bien, merci à vous David d'être intervenu dans cette émission. Merci Aïcha, merci Christophe d'avoir démocratisé peut-être le Media for Equity aux internautes de Décideur TV. Bon vent à vous tous. Cette émission a été réalisée par Dimitri Jouan, bien aidé par François et Zoé. Vous pouvez la retrouver en replay sur Décideur TV, mais également sur Madines, La Tribune, ainsi que le site de l'APCE dès cet après-midi. Et je vous propose de nous retrouver comme d'habitude la semaine prochaine à 12h30. Le soir se déroulera la Startup Keynote organisée par Madines sur le thème « Les relations entre les grands groupes et les startups ». Eh bien, nous apporterons les réponses en guise d'apéritif dans l'émission avant. Je vous souhaite une bonne semaine et un très bon appétit. Au revoir.